Bienvenue dans cette dernière partie consacrée à la filmographie commentée de Chow Yun-fat. Donc on s'était arrêté à l'année 1990 avec The Fun, The Luck and The Tycoon, et on continue en 1991 avec Once a Thief, connu en français sous le nom Les Associés, une autre collaboration de Chow Yun-fat avec John Woo. Alors Les Associés, il a été fait à un moment où la carrière de John Woo était un petit peu en difficulté suite à l'échec de Une balle dans la tête. Et donc c'est un film éminemment plus commercial comparé à ce que pouvait être Une balle dans la tête. Donc Chow Yun-fat se retrouve en triangle amoureux avec Cha Hae-chung à nouveau et avec Leslie Cheung. Moi je trouve que c'est pas vraiment du grand John Woo. Alors de nouveau, un peu comme dans The Last Affair, on retrouve Chow Yun-fat en France, à Paris, également donc sur la Côte d'Azur. Donc de ce point de vue-là, de ce côté-là, c'est plutôt marrant, comme d'habitude, de voir Chow dans des lieux familiers pour nous. Malheureusement, en tant que film de John Woo, c'est pas très convaincant. Enfin, il y a quelques moments sympas, mais dans l'ensemble, ça manque de tenue. Ça part de manière assez sérieuse, puis après ça se finit dans un délire complet qui n'a pas forcément grand sens. Euh, John Woo veut trop en faire en fait pour plaire au public, je pense, pour plaire au public hongkongais de l'époque. Je crois que le film était sorti pour le Nouvel An chinois, à vérifier. Auquel cas, évidemment, bah oui, il fallait faire quelque chose de relativement consensuel, de relativement bénin. Et ça se retrouve dans le film, mais pas forcément pour le mieux. Je pense que s'il avait pu le faire dans un cadre vraiment sérieux du début jusqu'à la fin, il avait peut-être quelque chose de très sympa. Là, en l'état, c'est un peu le cul entre deux chaises, et il y a un petit côté un peu frustrant par rapport au film. Chow Yun-fat, proprement dit, il est plutôt bien. Il est à l'image en fait du film, c'est-à-dire qu'il est plutôt bien sur la partie dramatique, romantique. Mais dès qu'il y a la partie comédie, là, c'est un peu limite. Enfin, il fait ce qu'il a pu déjà faire dans d'autres comédies type Wong Jing, mais au sein d'un John Woo, ça tranche un peu, quoi. C'est pas tout à fait en phase avec l'esprit auquel on pourrait s'attendre. Donc c'est un peu frustrant. C'est pas très agréable comme film. Ça parvient, je pense, ni à convaincre les fans de John Woo, ni à convaincre les fans de comédie à la Wong Jing. Et donc on se retrouve avec un film qui donc ne plaît foncièrement à aucun des deux publics visés. Après, il y a quand même des séquences sympas, il y a quand même des choses intéressantes par-ci par-là. Donc ça mérite une vision, hein, comme quasiment tous les films de John Woo de la période 1986 à 1993 jusqu'à Hardboiled. Mais voilà, c'est pas un grand film, c'est pas une grande prestation de Chow Yun-fat. Ça fait le job qui était attendu de lui et rien de plus. Mais l'année d'après, évidemment, on retrouve Chow Yun-fat dans À toute épreuve, le dernier film hongkongais de John Woo, dans lequel il joue Tequila, donc ce policier particulièrement remonté par rapport aux agissements des gangsters à Hong Kong, et qui décide de se la jouer vigilante, et qui va se retrouver à faire équipe avec un policier undercover joué par Tony Leung. Bon, ben, à toute épreuve, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire grand chose, hein. Le film est connu, le film est culte. C'est un des plus grands films d'action réalisés à Hong Kong. Ça fait partie des meilleurs films de John Woo. Les séquences d'action sont dantesques. Chow Yun-fat est très bien. Il a une petite relation assez intéressante avec sa collègue jouée par Teresa Mo. Teresa Mo, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans ce genre de film d'action et dans ce genre de rôle. Mais c'est une très bonne actrice, Teresa Mo également, et donc elle est très très bien. La relation entre les deux personnages est très réussie. Chow Yun-fat est impeccable, hein. Je veux dire, à ce stade de sa carrière, il avait l'habitude de faire les héros d'action comme ça, à tirer au fusil à pompe, à dégommer, à sauter dans tous les sens. Bon, parfois doublé en ce qui le concerne. Mais donc, oui, à toute épreuve, grand film, un des meilleurs films d'action de Hong Kong, et un des rôles les plus marquants de Chow Yun-fat. La même année, il est apparu avec un autre de ses réalisateurs fétiches, Ringo Lam, son ami Ringo Lam.
et il a fait Full Contact. Alors Full Contact, c'est aussi un film culte de Hong Kong, mais pour des raisons assez différentes. C'est Ringo Lam qui s'amuse en fait à faire dans le registre catégorie 3, donc quelque chose de très, très sexualisé, de très violent, de très vulgaire, qui s'amuse un petit peu des codes de certains films de héros. C'est très sympa, moi j'aime beaucoup Full Contact. C'est un divertissement de qualité, mais voilà, c'est un côté très criard et très, très exagéré. Et donc il faut savoir à quoi on a affaire. Chow Yun-fat a un petit côté un peu Roadhouse, un petit côté Patrick Swayze, j'ai envie de dire. Il le fait plutôt bien, il arrive en biker, il se balade avec un couteau papillon, c'est plutôt rigolo, c'est un registre dans lequel on n'a pas forcément beaucoup vu. On sent qu'il a un petit peu abusé du chocolat, peut-être sur God of Gamblers, donc il n'est pas dans la meilleure forme physique, ce qui va peut-être un peu à l'inverse de ce que devrait être son personnage, mais bon, ça reste un très grand acteur, ça reste un rôle dans lequel il s'amuse, même si visiblement a priori il n'est pas très très fan du film, mais moi je trouve que ça marche plutôt bien. Il fait ce qu'on a besoin, il fait ce qu'on attend de lui à ce niveau. Ringo Lam y va à fond. Et donc ça donne un spectacle vulgaire mais très sympathique, très recommandé. En 94, il reprend son rôle de Ko-chun, donc le dieu du jeu, dans le God of Gamblers Return. Alors la série des God of Gamblers c'est très compliqué parce que après le God of Gamblers original, elle avait dévié dans une direction avec Andy Lau et Stephen Chow, dans une direction semi-parodique. Mais bon, à la base, God of Gamblers, il y avait quand même un côté déjà un petit peu un côté comédie très, très prononcé, donc c'était pas forcément si surprenant que ça. Donc dans God of Gamblers on revient à peu près à l'esprit du premier God of Gamblers, donc avec ce mélange comédie, mélange sérieux, mélange jeu, action, sérieux. C'est pas un mauvais Wong Jing, surtout parce qu'il y a un casting, ce qui est souvent le cas avec les Wong Jing, c'est le casting qui fait la différence. Il y a un gros casting avec Elvis Choi, avec Tony Leung Kar-fai, il y a toute une grille, il y a Karim, il me semble également. Je me trompe peut-être, Shin Miyo évidemment, mais ça c'est plus attendu. C'est un spectacle, si vous voulez, un spectacle foutraque, qui est un peu n'importe nawak. C'est plutôt une bonne référence à ce niveau. Chow Yun-fat fait le job comme il faut. Ça fait très longtemps que je l'ai vu, hein. Je l'avais vu quand il était sorti, il me semble, en VHS HK vidéo avec le HK Mag. C'est un spectacle typique du cinéma de Hong Kong de l'époque, avec toutes les qualités et les défauts que ça peut avoir. Tu passes un bon moment, mais c'est sûr que c'est vite vu, vite oublié aussi, hein. Mais bon, c'est pas désagréable, donc ça mérite au moins une vision. La même année, il est dans Treasure Hunt, réalisé par Jeff Lowe. J'ai très peu de souvenirs de Treasure Hunt. Je me souviens que c'était tourné en Chine continentale, ce qui avait tendance à être de plus en plus la dynamique au sein de l'industrie à cette époque. Mais il était à Shaolin, je crois. Et il y avait une histoire il y avait un côté un peu fantastique. Je crois qu'il devait protéger quelqu'un. Bon, mes souvenirs, j'avoue, sont très très flous. Mais en tout cas, j'ai pas le souvenir que c'était un film particulièrement marquant. Il y avait des bonnes idées sur le papier, mais l'exécution est pas convaincante. Chow Yun-fat m'a pas marqué plus que ça. Jeff Lowe, qui pourtant à cette époque enchaînait les bons films, les bonnes comédies. Je pense que c'était un de ses films les plus faibles, malheureusement, durant cette période. Donc je ne le recommanderais pas forcément. Après, ça mériterait peut-être une nouvelle vision de mon côté. En 95, il fait Peace Hotel, réalisé par Wai Kar-fai, qui va être après davantage connu pour être le scénariste attitré de Johnny To à la Milky Way. Peace Hotel, c'est en fait une espèce de western hongkongais, mais avec un personnage de justicier comme ça qui a raccroché les gants, qui va se retrouver à devoir à nouveau prendre les armes.
Il y a une photographie qui est aussi du côté du noir et blanc, très artistique, en tout cas qui se veut très artistique. Moi, j'ai trouvé le film assez désagréable. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'il veut aller. De manière générale, de toute façon, je ne suis pas un grand fan de Wai Kar-fai. Il est considéré par beaucoup comme un des plus grands scénaristes de Hong Kong. Très certainement, quand on travaille avec lui, il a l'air d'avoir des idées très intéressantes. Il a l'air d'être quelqu'un qui essaye de faire des choses différentes, et en ça, c'est très très louable. Mais au final, souvent, ce que je vois de lui, ben, ça me convainc pas complètement. Et Peace Hotel, malheureusement, rentre exactement dans cette catégorie. Il y a des bonnes idées, il y a des bonnes intentions, mais dans l'exécution, dans le résultat final, je trouve ça un peu chiant et pas vraiment marquant. Et Chow Yun-fat, qui visiblement a eu pas mal de conflits avec lui sur le tournage, ben, il fait le job, mais c'est pas un rôle finalement qui reste. Pourtant, il apparaît plutôt bien sur l'affiche avec son chapeau de cow-boy et sa Winchester. Il donne plutôt bien, et on peut penser qu'il pourrait s'intégrer dans cet univers de manière assez convaincante, mais c'est pas sur ce film-là malheureusement que ça va se produire. À partir de là, Chow Yun-fat partit tenter sa chance aux États-Unis. Il se retrouva dans le Replacement Killer de Antoine Fuqua, un tueur pour cible, je crois, le titre en français, qui est une sorte de John Woo, de sous John Woo en fait, de sous John Woo à l'américaine. C'est-à-dire que si on a déjà vu, c'est-à-dire que si on a déjà vu les John Woo avant, bah, ça paraît vraiment, c'est light, c'est du Canada Dry en fait, hein, c'est ça le problème. C'est pas mal fait, c'est correctement emballé. Il y a Danny Trejo qui apparaît dans les tueurs méchants qui veulent abattre Chow Yun-fat, donc il a une bonne gueule évidemment. Il y a Mira Sorvino qui à cette époque était considérée comme une actrice particulièrement prometteuse, et le couple qu'elle forme avec Chow Yun-fat, je trouve, marche plutôt pas mal, mais ça reste quand même très largement inférieur au modèle affiché. Donc c'est pas désagréable à voir, ça se laisse regarder tranquillou, mais si vous avez déjà regardé un certain nombre de films d'action hongkongais, et tout particulièrement les films de John Woo avec Chow Yun-fat, ça va forcément vous paraître plusieurs crans en dessous, quoi. L'année d'après, il est apparu dans Le Corrupteur. Alors Le Corrupteur, pour moi, c'est probablement le meilleur film qu'il a fait aux États-Unis, où il fait équipe avec Marky Mark Wahlberg. Donc c'est l'histoire de deux flics. Mark Wahlberg est le nouveau flic qui se retrouve à devoir faire équipe avec Chow Yun-fat, qui est le flic expérimenté, qui connaît déjà tout Chinatown, qui connaît déjà la manière dont toutes les choses marchent, et il va se retrouver. Il y a une petite dynamique un peu comme dans Beast Cop, d'une certaine façon, entre le personnage de Anthony Wong et le personnage de Michael Wong, mais à l'américaine, et ça marche plutôt bien. La relation entre les deux personnages, je dirais pas qu'il y a vraiment une alchimie particulièrement marquante entre Mark Wahlberg et Chow Yun-fat, mais ça correspond plus ou moins à ce que les personnages devraient également ressentir, donc ça marche. Et il y a une évocation de ce côté un peu monde des minorités aux États-Unis qui est intéressant, qui montre une approche assez réaliste du crime là-bas. Et c'est probablement une des toutes meilleures prestations d'acteur de Chow Yun-fat durant sa brève carrière américaine. Donc pour ça, Le Corrupteur, je le recommanderais. À une époque, je ne sais plus si c'est encore le cas maintenant, mais à une époque, il était facilement trouvable en DVD dans des éditions très peu chères. Donc si vous avez moyen de le récupérer par ce biais-là, si vous le voyez dans un cache converteur ou je ne sais où, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment un bon film pour le coup. En 2000, il apparaît dans Tigre et Dragon, dans le personnage de Lee Moo-bai, réalisé par Ang Lee. Bon, Tigre et Dragon, je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un rôle assez original en fait pour Chow Yun-fat quand on étudie sa carrière. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo,
c'est que vous avez probablement regardé les 2 vidéos précédentes et vous avez vu que, en fait, dans la carrière de Chow Yun-fat, il n'a, pour ainsi dire, jamais travaillé dans les wuxia. Alors, il a fait des wuxia quand il était à la télévision, mais au cinéma, il n'a quasiment jamais travaillé dans le wuxia. Et en plus, Tigre et Dragon, c'était un wuxia en mandarin, une langue qu'il ne parlait pas forcément très très bien. Donc c'était pour lui un univers assez nouveau, hein, d'une certaine façon. L'univers des films de chevaliers, l'univers des costumes, l'univers des arts martiaux. Ce n'est pas un artiste martial, hein, Chow Yun-fat. Donc c'était un projet assez casse-gueule en ce qui le concerne. Et il se trouve que c'est un très bon acteur, donc il est capable de rendre son personnage crédible. Il est impeccable, il est impérial. Alors, je sais qu'il y avait des réactions du public en Chine et à Hong Kong qui étaient un peu plus mitigées parce qu'ils voyaient bien que le mandarin de Chow Yun-fat n'était pas au niveau. Mais pour des gens comme nous, pour des Occidentaux, ça passe sans problème. Et de toute façon, la puissance charismatique dont Chow Yun-fat est capable permet de faire le taf. Yuen Woo-ping, il est capable, dans la plupart des cas, de rendre des acteurs, même qui ne sont pas vraiment artistes martiaux, de leur donner, de faire l'impression qu'ils le soient. Et c'est d'autant plus facile dans le monde du wuxia où on peut plus facilement tricher que quand on fait des films de kung-fu. Donc ça passe très bien. La réalisation d'Ang Lee également aide beaucoup. C'est un réalisateur qui s'intéresse énormément à ses personnages, qui est capable de les mettre en valeur, qui s'intéresse à ses acteurs. Donc, grâce à tous ces éléments, eh ben, effectivement, Chow Yun-fat est très bien dans le personnage de Li Mubai, et Tigre et Dragon est un bon wuxia. Alors, je sais que Tigre et Dragon a beaucoup de détracteurs dans le cadre du monde des amateurs de cinéma asiatique. Je pense que c'est un peu une fausse polémique. C'est-à-dire que oui, c'est pas mon wuxia préféré. Si vous voulez partir sur des wuxia, je préfère la série des Swordsman, je préfère des films comme les Tony Liu du début des années 80, les Choryun des années 70, les Shang-Chi de la fin des années 60, début 70. Clairement, enfin, il y a énormément de wuxia qui, à mon avis, sont meilleurs, ou les King-Wu évidemment, qui sont meilleurs que Tigre et Dragon. Ça ne veut pas dire pour autant que Tigre et Dragon est un mauvais film. Ça reste un bon wuxia. C'est un wuxia avec une sensibilité différente, une sensibilité un peu plus américanisée par certains côtés, mais c'est normal puisque Ang Lee a la double nationalité, il vit à la fois à Taïwan et aux États-Unis. Le film a été écrit par un Américain, donc c'est normal qu'il y ait une sensibilité différente par rapport à ce qu'on a l'habitude dans le monde du wuxia, et c'est justement ce qui fait que Tigre et Dragon est un film intéressant, parce qu'il a un point de vue un peu différent, tout en s'inscrivant également dans une certaine tradition, parce qu'il y a beaucoup d'éléments pris de King Wu. En fait, Ang Lee, il est plus dans la tradition d'un King Wu que d'un Choi Ark sur les Swordsman. Mais c'est ça l'intérêt du wuxia, c'est qu'il permet de faire toute une palette de films totalement différents, avec des angles très, très différents, avec des angles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et c'est ça qui rend les films intéressants. Donc il faut prendre Tigre et Dragon dans ce contexte et l'apprécier pour ce qu'il est, mais ne pas penser évidemment que c'est l'alpha et l'oméga du wuxiapian. C'est juste une proposition parmi d'autres, et qui, prise pour ce qu'elle est, je trouve, est plutôt honorable, et plutôt un bon film. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse sur Tigre et Dragon. Et je passe donc au film suivant de Chow Yun-fat, qui est un très mauvais film, puisque c'est Le Gardien du manuscrit sacré, réalisé en 2003. Donc un film américain qui est en fait une sorte de Golden Child, une sorte de quasi remake de Golden Child, avec Chow Yun-fat qui est un artiste martial qui dispose de super pouvoirs. Enfin, c'est vraiment pas terrible, pour pas dire mauvais. Il y a Tung Wai à l'action, mais évidemment il n'a pas pu faire exactement ce qu'il voulait, puisque c'est une production américaine. J'ai pas gardé beaucoup de souvenirs, à part que j'avais trouvé ça assez consternant. C'est pas le pire film américain de Chow Yun-fat, mais c'est pas loin. C'est probablement le deuxième plus mauvais.
C'est probablement également un des films qui est le plus facilement trouvable en France parce que c'est un film américain. Donc, à mon avis, n'allez pas le voir, hein, c'est pas nécessaire. Chow Yun-fat est pas terrible, mais le film est pas terrible dans son ensemble, donc tout est cohérent à ce niveau. Voilà, on passe. Et on retourne en Chine avec en 2007 la participation de Chow Yun-fat dans Curse of the Golden Flower, dont le titre français m'échappe, mais donc c'était le gros wuxia de Zhang Yimou après Héros et le secret des poignards volants. Et il se trouve que moi, ça fait partie, sur cette espèce de simili-trilogie, ça fait partie de mes favoris. Alors c'est très empoulé, ça se veut très shakespearien, c'est très très chargé au niveau de la direction artistique, ça veut vraiment en mettre plein les yeux, mais je trouve que ça marche plutôt bien. Et le côté shakespearien justement me plaît assez, le côté intrigue de palais n'est pas pour me déplaire. Il y a évidemment des grosses séquences d'action. C'est du wuxia, c'est la reprise en main du wuxia par la Chine continentale. Évidemment, on peut le déplorer si on aime le wuxia à la hongkongaise. Mais encore une fois, voilà, c'est d'autres offres, d'autres variations au sein de l'univers du wuxia. Et je trouve que ça marche pas mal. Les Gong Li, évidemment, est impérial. Donc Gong Li fait équipe avec Chow Yun-fat. Chow Yun-fat est l'empereur, Gong Li est l'impératrice. Donc évidemment, c'est un duo qui marche, un duo très très glamour. Chow Yun-fat est très bien en empereur, hein, il en impose, il a l'âge qu'il faut, il a le charisme qu'il faut. C'est pas forcément son personnage, je crois, qui est le plus mis en avant, mais en tout cas, il fait le taf très bien. C'est une grosse production, donc c'est une grosse meringue. Si vous aimez pas la démesure, si vous aimez pas en avoir beaucoup trop dans votre assiette, vous n'allez pas forcément prendre beaucoup de plaisir en voyant ce film. Mais si au contraire vous voulez en prendre plein les yeux, dans un cadre un peu donc shakespearien, eh ben, Curse of the Golden Flower, je trouve, est plutôt un bon candidat à cet exercice. En 2007, Chow Yun-fat est apparu dans la populaire saga de Pirates des Caraïbes, où il interprète un capitaine pirate. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, il a un rôle très secondaire, il a une bonne tête, il y a eu un bon travail au niveau du costume design, de tout ça, de l'apparence de Chow Yun-fat. Il en impose, c'est cool, ça fait plaisir de le voir, mais honnêtement c'est une sorte de caméo amélioré, hein, donc il n'y a pas grand-chose à en dire. Voilà, c'est sympa, mais on passe à des rôles un peu plus consistants. Et dans les rôles plus consistants, il y a celui qu'il a dans Les Enfants de Wang Chi, réalisé par Roger Spottiswoode, si ma mémoire est bonne, qui est dans cette espèce de veine de coproduction entre Hollywood et la Chine. Ça commençait à devenir assez populaire à cette époque. Donc c'est une histoire qui a lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est un groupe d'occidentaux et de chinois qui partent dans un périple afin de sauver un groupe d'enfants. Bon, comme vous le voyez dans mon résumé, mon souvenir est assez vague. Il n'empêche que j'avais le souvenir d'un film plutôt réussi dans ce genre d'exercice. C'est toujours assez compliqué, ce genre d'exercice de coproduction entre la Chine et les États-Unis. Ils ont tellement une approche différente, il y a tellement d'intentions différentes au sein de la production que ça donne rarement des bons films. Et finalement, c'est les orphelins de Wang Chi, en fait, je crois, le titre français, Children of Wang Chi en anglais. Ben ça marchait plutôt bien. C'était pas un grand film, mais ça faisait le taf, et les acteurs dans l'ensemble, dont Chow Yun-fat, étaient plutôt convaincants. Donc une petite recommandation pour ce film. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus important à voir dans la filmographie de Chow Yun-fat, mais ça mérite une vision. Je n'en dirai pas autant pour l'autre film qui a suivi, qui est le fameux Dragon Ball Evolution. Donc la fameuse adaptation du manga de Akira Toriyama par Hollywood, et qui, comme vous le savez probablement, est un navet intersidéral. C'est de toute façon l'idée de faire une adaptation live de Dragon Ball, déjà c'était une idée complètement à côté de la plaque, et l'adapter dans un contexte
américain, c'est encore plus débile. Donc évidemment, le résultat est complètement à chier, on va pas se mentir. Donc si vous voulez faire une soirée nanar, à mon avis le film est plus du côté du navet, mais bon, il y a quand même des éléments assez nanardesques qui peuvent vous permettre, avec quelques boissons alcoolisées et avec des amis, de passer un moment assez amusant. Chow Yun-fat interprète donc Tortue Géniale, hein. Il a tout à fait la tête de l'emploi, pas du tout en réalité, mais c'est pas grave, ça permettait d'avoir un acteur asiatique, donc ils l'ont mis. On retrouve en fait un peu le Chow Yun-fat des comédies, hein, de comédies des années 80, type The Fun, The Luck and the Tycoon, ou bien Diary of a Big Man. Lui, il a l'air de plutôt s'amuser en fait dans le film, hein. Je pense qu'il était content de pouvoir refaire une comédie, de pouvoir un peu montrer d'autres facettes, de s'amuser. Bon, c'est pas la prestation la plus médiocre qu'il y a dans le film, hein, quelque part. Il a même quelques moments un peu rigolos, donc il fait ce qu'il a à faire, mais le film est tellement mauvais qu'on va pas le recommander. Enfin, c'est super nul, donc évitez ça, à moins, voilà, encore une fois, que vous vouliez vous amuser et vous foutre la gueule du film. Et auquel cas, là, oui, ça peut se mériter, ça peut valoir le coup. Autrement, non, c'est à oublier, évidemment. Donc à partir de cette période-là, en fait, comme vous avez peut-être pu le constater, il commence déjà à alterner entre films chinois et films hollywoodiens, et il a quasiment terminé sa carrière hollywoodienne. Il va encore apparaître dans une ou deux productions, mais c'est pour ainsi dire terminé, et il revient en Chine dans le contexte des coproductions que j'ai déjà élaboré dans ma vidéo sur est-ce que le cinéma de Hong Kong est mort, donc je ne vais pas revenir par rapport à ça. Mais donc c'est le nouveau contexte dans lequel il se retrouve. Il a failli apparaître dans le Red Cliff de John Woo, mais pour des raisons de discussion de contrat, finalement ça ne s'est pas fait. Et à la place, en 2010, il est apparu dans Confucius, donc un biopic, une biographie du célèbre penseur chinois qui a eu une telle influence sur la société chinoise pour les siècles à venir. Donc c'est plutôt un bon choix, hein, je veux dire, pourquoi pas. Enfin, il ressemble pas forcément à l'image qu'on a de Confucius, mais enfin, je veux dire, n'importe qui pourrait jouer le rôle. Et Chow Yun-fat a normalement toutes les capacités en tant qu'acteur pour pouvoir le faire. Sa prestation est d'ailleurs plutôt correcte. Malheureusement, le film est tristement oubliable. Ça va jamais vraiment en profondeur sur la philosophie de Confucius. Enfin, il y a des éléments, il y a quelques éléments par-ci par-là, mais ça reste en surface, quoi. Ça reste en surface. Il y a forcément des séquences avec des armées, parce que c'était la mode, il fallait forcément mettre dans ces films historiques des armées gigantesques. Donc ça suit un peu les conventions du genre à l'époque, mais ça manque de personnalité en fait. Ça manque de personnalité, ça manque d'un point de vue. Chow Yun-fat est plutôt convaincant, il interprète le personnage aussi bien qu'il le peut par rapport au script qu'il a entre les mains, mais le film est très oubliable, très quelconque, et donc au final il a été très vite oublié. Voilà, donc on passe au suivant. Alors le suivant est un petit peu plus marquant, c'est Let the Bullet Fly. C'est un film qui part un peu dans tous les sens, qui se veut... Il y a un petit côté western, il y a un petit côté Yojimbo quelque part, dans le personnage qui se retrouve dans cette ville et a essayé de profiter, de créer son propre petit empire, et qui se retrouve confronté à d'autres gangsters, d'autres opportunistes, dont Chow Yun-fat dans un double rôle. Le film a des qualités, pour le coup il a une personnalité, hein, c'est un peu l'inverse de Confucius. Par contre, il est assez mal géré au niveau du rythme, il part un peu dans tous les sens. C'est pas inintéressant, ça mérite probablement une vision, mais c'est un film frustrant parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui, au final, ne réussissent pas à être transformées et à être totalement convaincantes. C'est une tentative intéressante, mais à mon avis,
ça se termine un peu en queue de poisson, c'est un petit peu raté. C'est louable, c'est intéressant, ça mérite un coup d'œil, mais je ne dirais pas pour autant que c'est un bon film. C'est une tentative intéressante, malheureusement ratée. Et c'est un peu la même conclusion qui peut être apportée à Shanghai, qui était une autre de ces coproductions entre Hollywood et la Chine, située donc dans le Shanghai des années 30, hein, le Paris de l'Est, dont on sait qu'il était dans une situation compliquée avec les concessions étrangères, l'occupation japonaise, tout ça. Donc c'est un sujet qui à chaque fois peut donner des histoires assez intéressantes. Mais malheureusement, dans Shanghai, malgré un casting 4 étoiles dans lequel on retrouve également Gong Li, ben, ça décolle jamais, c'est plat. C'est un peu le même problème que Confucius. C'est joli à regarder, les costumes sont jolis, la reconstitution d'époque est jolie, les acteurs évidemment font leur travail avec professionnalisme, mais ça manque de point de vue, ça manque d'ambition, et au final ça donne un film un petit peu insipide qui est très très vite oublié. Je saute de quelques années et je me retrouve en 2014 avec l'adaptation du Roi Singe réalisée par Soi Chang avec Donnie Yen dans le rôle du Roi Singe et Chow Yun-fat dans le rôle de l'empereur du paradis, en fait le Jade Emperor, si mes souvenirs sont bons, l'empereur de Jade, qui est la plus haute divinité du panthéon chinois. Alors le film est un gloubi-boulga assez écœurant, d'effets spéciaux numériques. C'est assez difficile à regarder. Enfin, il y a des bonnes choses, il y a des bonnes idées, il y a du travail, hein. On sent qu'il y a énormément d'argent qui a été mis dedans, mais ça part un peu en tous les sens. Et ce qui reste au final, c'est quand même le côté assez insipide des effets spéciaux numériques partout. Enfin, c'est assez indigeste. Par contre, Chow Yun-fat est plutôt bon, je trouve, dans le rôle de l'empereur de Jade. Il a vraiment une présence forte. Il en impose. Quelque part, c'est un très bon choix de casting. Il est convaincant dans ce registre. Après, le film dans son ensemble est quand même un gros bordel. Donc, qu'on n'a pas forcément envie de se revoir derrière. Donc, sa prestation, malheureusement, qui est plutôt bonne, est un peu noyée dans cette overdose d'effets spéciaux numériques. En 2015, Chow Yun-fat retrouve Johnnie To. Alors il retrouve un Johnnie To qui enfin est un Johnnie To qui n'a plus rien à voir avec le Johnnie To qui faisait les comédies de Raymond Wong dans les années 80, mais c'est à nouveau pour une sorte de comédie musicale, The Office, donc avec Sylvia Chang également au scénario. Casting 4 étoiles, également une très bonne mise en scène de Johnnie To. Hein. À cette époque, il était au top de son game en tant que réalisateur. Le film est un peu entre deux eaux. Le côté comédie musicale est pas complètement convaincant, mais c'est un exercice en tout cas intéressant. Ça a le mérite de vouloir faire quelque chose d'original. Chow Yun-fat est très bien dans son rôle. C'est un film un peu entre deux eaux. Il y a plus de bonnes intentions que ça pêche un peu plus avec l'exécution en fait. Les intentions sont là, il y a du travail, il y a beaucoup de bonnes idées, mais ça patine un peu par moments. Les acteurs sont très bien. Donc ça reste un bon cru, c'est-à-dire que c'est un bon film à voir, ne serait-ce que parce que il y a Johnnie To, il y a Sylvia Chang, il y a Chow Yun-fat, donc c'est quand même le top du top, mais le résultat final n'est pas totalement satisfaisant. Ça reste plutôt bon, mais on n'atteint pas le niveau qu'on aurait pu espérer au vu de la brochette de talents qui se trouve présent. On va terminer avec 3 films. Déjà le From Vegas to Macau. Alors j'ai pas vu le 3e, moi j'ai vu uniquement le 2e. C'est du Chow Yun-fat version Wong Jing, donc il en fait des tonnes, mais c'est plutôt agréable. Ça fait plaisir en fait de le voir dans ce type de film un peu bordélique. Il apporte un petit peu plus de classe à l'ensemble. Bon, ça reste après du Wong Jing dans tout ce que ça peut avoir de foutraque.
Donc même appréciation que pour la plupart des Wong Jing, ça se regarder une fois, c'est pas totalement désagréable, ça peut être amusant sur certains aspects, il y a ce qu'il faut d'idées débiles et d'action, de comédie, mais ça va pas vous rester en les mémoires après, donc c'est exactement ce que vous aurez ici avec From Vegas to Macau numéro 2, et je soupçonne que c'est exactement la même chose pour le numéro 3. Et je passe donc directement à Cold War 2, dans lequel il joue un espèce d'avocat très, très à cheval sur le côté légaliste de mémoire. Il était plutôt bon dans le film. J'avais d'ailleurs trouvé que le Cold War 2 était meilleur que Cold War. Après, ça reste un polar très très bavard, mais qui est intéressant pour le côté légaliste, pour le côté technicalité légaliste de Hong Kong dans le cadre de la configuration un pays de système, et qui, je pense, va gagner d'autant plus par le fait qu'avec l'introduction de l'article 23, à peu de choses près, le concept de un pays de système a été tué dans l'œuf. Donc revoir ces films et les questionnements qu'il peut y avoir par rapport à la construction législative et judiciaire à Hong Kong, ça va avoir un aspect assez intéressant, assez triste aussi quelque part, parce qu'il a quasiment été tué là, pour ainsi dire. Donc ça va se revoir de manière assez intéressante. Cold War 2, c'est pas désagréable, ça sait se regarder, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus palpitant. Mais bon, dans le cadre des polars qui sont faits à l'heure actuelle, c'est plutôt correct, c'est plutôt sympa. Donc vous pouvez aller le voir. Et donc je termine par ce qu'il a fait en 2018, le Project Gutenberg, qui est vraiment une sorte de bande démo de Chow Yun-fat, dans lequel il va vraiment pouvoir faire toutes les facettes de son talent. Il a son côté un peu charmeur, il a son côté action hero, il a son côté un peu comique. C'est vraiment une bande démo du Chow Yun-fat tel qu'on l'aime. Donc de ce point de vue-là, le film est très très recommandable. Si vous aimez Chow Yun-fat, il faut que vous alliez voir Project Gutenberg. C'est obligé. Après, le film en lui-même, moi j'ai plutôt aimé, mais il emprunte certaines ficelles scénaristiques à d'autres films bien connus. Donc si vous êtes allergique à ça, si vous n'aimez pas revoir certains concepts qui ont déjà été utilisés dans d'autres films, ça va vous rester peut-être un peu en travers sur ce projet Gutenberg. Si vous êtes prêt à l'accepter, comme ça a été le cas pour moi, et profiter de la prestation de Chow Yun-fat, vous passerez normalement plutôt un bon moment. C'est plutôt recommandé. Voilà. Laissez-vous emporter par le truc, soyez pas trop regardant sur certaines grosses ficelles scénaristiques, et appréciez plutôt de voir Chow Yun-fat faire du Chow Yun-fat comme on aime. De ce point de vue-là, c'est quand même un très bon cru. Et voilà, j'ai terminé donc pour ce retour sur la filmographie intégrale, ou en tout cas des titres que j'avais vus de Chow Yun-fat. J'espère que vous aurez grappillé quelques informations intéressantes, que vous aurez peut-être noté quelques films qui méritent d'être vus, et que vous apprécierez de découvrir certains films sur la base de ces recommandations. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à poser d'autres questions si vous en avez par rapport à cet exercice, et si vous l'avez aimé, je m'y essaierai probablement à nouveau. Si vous avez des suggestions d'autres acteurs, d'autres réalisateurs que vous voulez voir commenter de cette manière, n'hésitez pas à les exprimer. Moi, je vous revois normalement d'ici quelques semaines sur une prochaine vidéo, et je vous souhaite des bons films d'ici là. À bientôt.